Bonjour et bienvenue dans le monde magique des atypiques. Aujourd'hui, on va parler gestion des émotions ou non-gestion, hein, c'est selon. Et on va avoir le plaisir d'aborder cette thématique avec Aude Valérie Jung. Bonjour Aude Valérie. Bonjour Émilie, ravie d'être ici. Ah bah, moi, je suis ravie de te recevoir, hein. En plus, bon, la thématique est vaste, pas toujours confortable, va-t-on dire. Donc, toi, tu es, en fait, t'as un parcours assez hétéroclite, je vais y arriver, puisque tu es coach et accompagnatrice en libération émotionnelle, donc tu es spécialisée avec les hauts potentiels et les hypersensibles. Et tu as un parcours un peu atypique, puisque tu es ingénieur chimiste de base, docteur en sciences, tu as travaillé dans la médecine du travail et enseignement et recherche pendant 15 ans, donc tu as un parcours en long, large et travers en entreprise. Maintenant, tu as ton entreprise depuis, je crois, 5 ans, hein, c'est ça que tu C'est me ça, disais? 2018, ouais, tout à fait. Voilà, depuis 5 ans, où du coup, tu accompagnes en libération émotionnelle, ce qui veut déjà dire beaucoup de choses, les hauts potentiels et les hypersensibles. Donc, Dieu sait que je pense que tu ne vas pas manquer de travail, particulièrement maintenant ou depuis le Covid, ça doit être un peu la fête. Et donc, est-ce que tu pourrais un peu On va commencer par la base, hein. Gestion des émotions égale émotion. Qu'est-ce qu'une émotion? Alors ça tombe bien parce que justement le terme de gestion des émotions, moi je l'aime pas trop, même si voilà, on parle de ça communément, mais en fait je vais t'expliquer pourquoi j'aime pas trop ça. Alors oui, pour déjà parler effectivement de la base et d'une émotion, une émotion en fait, si je reviens rien qu'à la racine du mot, à l'étymologie, hein, il y a motion qui veut dire mouvement ou movere en latin, hein. Donc pour moi c'est d'abord une énergie, c'est un mouvement en fait qu'on a souvent, on ressent, on a d'abord des sensations finalement dans le corps. Et puis, pour moi, une émotion, c'est d'abord une information. C'est d'abord quelque chose qui nous arrive. Et justement, tout l'art ensuite de réguler ces émotions, de les libérer, ça va être de se laisser en fait traverser par ce signal, de savoir quoi en faire finalement, comment agir, comment répondre à ça. Mais gestion, en fait, j'aime pas trop parce que ça fait un petit peu comme une action en bourse sur une ligne de banque où finalement où on met ça dans un coin puis on attend que ça fructifie, que ça performe. On aime bien souvent la performance, etc. Et en fait, je pense que c'est tout l'inverse. C'est plutôt l'art de comment se laisser traverser plutôt par la vie plutôt que de vouloir par le contrôle, par le mental, par cette notion d'objectif, de performance, vouloir en fait traverser la vie, quoi. Oui, et tu le disais, c'est une information et en fait, l'émotion, elle vient, elle passe, elle dure grosso modo 7 secondes et tu décides finalement, plus que la gérer finalement, effectivement, tu décides ce que tu en fais. Donc, est-ce que tu as l'information? Est-ce que tu la laisses couler? Est-ce que tu t'y accroches? Et en fonction de ce que tu décides, l'émotion reste, part ou stagne pendant une durée finalement indéterminée jusque tant que tu as... euh, gérer l'information ou tu la mets sous le tapis avec autre chose. Mais c'est un vrai, du coup, c'est un vrai challenge parce qu'en fait, comme mine de rien, il y a beaucoup de choses enfin, c'est inconscient. Donc, cette information. Alors, l'émotion là, elle est bien, je dirais, consciente. En tout cas, on la ressent dans son corps. Surtout quand c'est une émotion désagréable, en fait, on la remarque plus forcément que quand c'est de la joie ou une émotion agréable, etc. Enfin, c'est quelque chose pour lequel on se focalise ou on s'arrête plus dessus, mais sans pour autant se poser systématiquement la question de, OK, qu'est-ce que ça vient me dire? Hmm. Et déjà, ça part de cette identification du signal, quoi. On est tous effectivement des émetteurs-récepteurs, donc il y a cette qualité de réception, puis on pourra en discuter dans les différents profils, justement, on est plus ou moins sensible à cette réception-là. Mais en fait, oui, c'est effectivement déjà rien qu'arriver à nommer, rien qu'arriver à identifier, mettre un mot
sur ce qui nous traverse. C'est déjà la première des choses, hein. Des fois, on parle de stress, par exemple. Mais qu'est-ce que le stress? Bon, il y a plein de définitions, hein, mais je dirais que c'est aussi un mélange entre des pensées, des émotions, des signaux qui nous traversent. On peut avoir de la peur, on peut avoir de la colère mélangée. C'est un peu une soupe, finalement, émotionnelle, hein, là-dedans. Et alors, ce que tu évoquais aussi, c'est cette notion de rapidité, parce que oui, dans notre cerveau, on a différentes parties, et là, c'est le cerveau limbique, hein, qui gère effectivement l'émotionnel. Alors, c'est pas le plus rapide non plus. Il y a une partie de notre cerveau qui est encore plus rapide. C'est justement la partie reptilienne, hein, reptilienne parce que ça vient de la nuit des temps, et c'est quelque chose de très archaïque, et en fait, ça gère notre survie. Donc, souvent dans les outils de régulation, moi j'utilise le corps parce qu'en fait, le corps, il a son intelligence propre, et on a justement cette capacité dans notre corps de prendre en charge effectivement les sensations, et justement ensuite d'accompagner la sensation. Mais pour moi, l'émotion, elle n'est pas faite pour rester, même si on peut la stocker, même si justement on a les pensées qui vont entretenir l'émotion. Donc, on va être sur une sorte de plateau où d'abord ça monte, ça monte, ça monte, puis en fait on stagne et on rumine, et puis voilà, on n'arrive pas du tout à libérer. Alors qu'en fait, la libération, c'est au contraire. On a toujours une émotion, parce qu'en fait, je pense pas, enfin, tant qu'on est être humain, ne plus avoir d'émotion, c'est quand même compliqué. Donc, c'est pas le but de ne plus en avoir. Mais par contre, ensuite, d'arriver à libérer ça, en fait, à avoir une intensité derrière qui, petit à petit, diminue plutôt dans le temps. Et pour ça, je pense que les enfants, par exemple, sont des grands maîtres en la matière, parce qu'ils arrivent, justement, ils tombent, ils se font mal, voilà, et puis ils pleurent et ils voient, je sais pas, une tomate, une fleur, quelque chose qui les appelle, et tout de suite, ils ont un grand smile derrière. Et en fait, ils sont passés d'une émotion à une autre, en fait. Ils ne sont pas posés de questions, ils n'ont pas analysé. On parle d'ailleurs de l'âge de raison, hein, vers 7 ans, quand on commence à mentaliser, quand on commence à réfléchir, et quand le mental va commencer justement à dire ah maintenant je dois pas, il faut pas, etc. Mais avant ça, on est, et je pense qu'on fera après la transition, mais sur l'intelligence émotionnelle pure, c'est-à-dire voilà, qui est pour moi la mère de toutes les intelligences, parce qu'on est d'abord, quand on est des perceptions, on est d'abord voilà, ce monde sensoriel, tous nos capteurs, tous nos sens en fait qui nous entourent et qui nous permettent de récupérer ces données. Mais déjà, avant de savoir quoi en faire, c'est arriver à identifier justement le signal. Et c'est déjà quelque chose, une première étape qui n'est pas simple. Du coup, je fais le lien directement. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Alors, il y a plusieurs définitions. Alors déjà, juste pour prendre un peu l'historique, parce que c'est quand même assez récent. Au siècle dernier, quand on a commencé à parler d'intelligence, tu dois connaître, hein, c'est les premiers tests de quotient intellectuel qu'on a commencé. Alors là aussi, hein, il y avait, c'est passé par des trucs hyper primaires, où il y avait des tests, comment dessiner un carré. Enfin bon, c'était, voilà, on définissait l'âge mental des enfants, etc. Mais on a d'abord, quand on a essayé de définir l'intelligence humaine, on a d'abord pensé au côté intellectuel. Donc voilà, à l'aspect logique, à l'aspect mathématique, à la capacité justement de se déplacer dans l'espace, etc., la vitesse de traitement de l'information, enfin toutes ces choses qui sont un peu rentrées maintenant dans le test de quotient intellectuel, parce qu'il a aussi évolué, on a voilà, des indicateurs et des mises à jour. Mais grosso modo, on est dans ce domaine-là. Et en fait, il y a eu plusieurs études de personnes qui ont déjà remarqué que le QI, en fait, n'était pas forcément prédictif de réussite scolaire, par exemple. Ça, des fois, il y a des croyances encore là-dessus. Cette image un peu du surdoué médiatisé qui réussit tout, etc. Non, c'est pas forcément ça. Et en fait, au contraire, alors il y avait même une étude qui avait été faite sur, je crois, 1500 écoliers. Et en fait, il y en a qui ont complètement raté le test de QI. Donc, mais vraiment en dessous des valeurs moyennes, et puis en fait qui ont eu ensuite dans leur vie 2 prix Nobel de physique. Donc pour dire, et puis aussi on a Albert Einstein, hein, mais on a en fait à partir d'un certain score aussi une forme d'intelligence en fait qui n'est plus mesurable. C'est-à-dire que le génie, quand je cite Einstein, c'est ça, hein, c'est ses traits de génie, ses fulgurances qu'il a eues dans le domaine scientifique, mais il y a d'autres personnes dans d'autres domaines, hein, mais en fait, ce n'est plus mesurable. Donc, en fait, le QI, c'est pas un déterminant de l'intelligence, je dirais. On va évaluer plutôt un fonctionnement cognitif. Donc une forme d'intelligence, une façon de raisonner, mais en aucun cas c'est égal à l'intelligence. Et donc en fait, on s'est dit, mais il n'y a pas que ça finalement, il n'y a pas que l'aspect intellectuel. Et donc c'était dans les années 90, il y a eu, alors
plusieurs psychologues qui ont travaillé dessus, notamment c'était Salvet et Meyer, je crois, de mémoire, qui ont commencé à se dire, mais dans les émotions, il y a aussi une forme d'intelligence. Parce que finalement, l'intelligence, c'est quoi? C'est arriver à capter de l'info, arriver à la comprendre, à la traduire, pour ensuite passer à l'action. Donc, pour ensuite aller agir, pour par exemple prendre des décisions, etc. Et donc, ils se sont dit, mais en fait, les émotions, c'est aussi finalement une boussole intérieure. C'est aussi quelque chose qui peut des fois nous savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, par exemple. On arrive à se positionner. Donc, ils ont commencé à définir l'intelligence émotionnelle à ce niveau-là. Et il y a eu les premiers tests ensuite qui sont apparus de QE, qui ont été développés un peu à l'instar du QI. Mais c'est en fait ce que je voulais souligner quand même, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus récent. Voilà, dans l'histoire de l'humanité, on a commencé à s'y intéresser beaucoup plus tard, quoi. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Là, c'était un peu le cadre historique, en fait. Mais je pense que j'ai un peu plus ou moins défini l'intelligence. Et puis, voilà, je dirais, c'est la façon dont on peut percevoir nos émotions, élaborer justement des pensées avec ces émotions et aussi arriver à les exprimer, à les réguler chez soi et aussi éventuellement chez d'autres personnes. Parce que il y a des personnes qui arrivent justement tu dois en connaître, à apaiser des situations conflictuelles ou voilà, qui sont déjà, rien que par leur présence, effectivement, arrivent aussi à être centrées. Donc, ont aussi déjà travaillé pas mal sur eux au niveau émotionnel et peuvent ensuite transmettre ça indirectement à d'autres personnes. Et alors, du coup, en quoi est-ce que justement cette intelligence émotionnelle fait sens ou est mesurée dans le cadre de tout ce qui est HPI, HPE, hyper, douance, zèbre plus on en parle, plus j'ai l'impression que c'est un peu flou. En fait, je pense qu'actuellement, on aime les étiquettes. Alors, on est dans cette quête d'identité de l'humain. C'est qui je suis, en fait. C'est cette fameuse question existentielle, donc qui n'est pas inintéressante. Mais là, c'est vrai qu'on va sur un découpage de plus en plus fin, justement, aux catégories, etc. Alors moi, j'aime pas les étiquettes, donc je préfère le préciser tout de suite, même si effectivement, je peux proposer des tests, mais pour moi, c'est pas une vérité absolue. C'est des supports de connaissance de soi, c'est des pièces de puzzle. Chaque questionnaire, chaque test qu'on peut faire va nous apporter des choses, mais il n'y en a aucun qui va être complètement général, global, et qui va être la vérité par rapport à ce qu'on se raconte. Pour moi, notre vérité, c'est plutôt quand on se regarde dans la glace le matin, l'histoire qu'on se raconte justement sur soi. Donc oui, donc il y a eu ces premiers tests. Alors pareil, je recadre un petit peu comment c'est apparu tout ça. Le concept donc de haut potentiel à la base, c'est vraiment associé au QI, puisque le premier test historiquement qui a été développé, c'est le QI. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des psychologues, psychanalystes, et notamment en France, il y a Raymond Dazan, je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Raymond Dazan, en fait, donc c'est une psychanalyste dans les années 2000, je crois 2010-2012, quelque chose comme ça. Elle a développé une thèse sur le HPE parce qu'en fait, elle a constaté que dans des personnes qu'elle accompagnait dans ses patients, il y avait des gens qui étaient bien avec des caractéristiques de haut potentiel, avec un QI supérieur à 130, très supérieur à 130, ok, mais qu'il y en avait d'autres qui avaient des fois des scores, alors soit légèrement supérieurs à 130, voire des fois en dessous, mais qui avaient quand même des caractéristiques des hauts potentiels. Et elle distinguait en fait les hauts potentiels qui avaient plutôt une intelligence froide, c'est-à-dire ce côté rationnel, ce côté analytique, donc on trouve plutôt dans le côté intellectuel, de ceux qui avaient une intelligence dite chaude, c'est-à-dire beaucoup plus sensible, beaucoup plus intuitive. Voilà. Donc, en fait, c'est elle qui a introduit le concept de HPE, qui est fortement décrié aujourd'hui. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui scientifique là-dessus. J'ai demandé à ChatGPT, c'est ce qu'il m'a répondu. Okay. Ah bah voilà. Voilà, à l'heure actuelle, il m'a répondu 3 fois à côté. Et puis je dis, mais tu réponds pas à la question. Il me dit, pour l'instant, il n'y a pas de consensus. Voilà. Je commence par C'est là. ça. Merci, Voilà, ChatGPT. exactement. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Donc c'est parti de là quand même. Moi, j'aime bien savoir aussi l'origine un petit peu C'est parti de là, pas de ChatGPT. C'est parti de. Ça n'existait pas encore, mais c'est intéressant que l'intelligence, je l'ai pas testé encore, mais que l'intelligence artificielle réponde ça aussi. Et donc, en fait, voilà, on est parti du fait, OK, donc il y a une intelligence chaude.
Maintenant, comment on peut la mesurer? Comment on peut appréhender? Alors là, autant pour le QI, on a des tests, je dirais, c'est du calcul, enfin bon, il a des tests de traitement de la mémoire, je dirais. Autant sur l'émotionnel, pour développer des tests en lien avec cette subjectivité, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, déjà, c'est aussi beaucoup plus complexe. Mais bon, comme je disais, années 90 environ, premier test de QE. Donc en fait, on est parti là-dessus. Maintenant, il y a plusieurs tests de QE aussi qui existent. Voilà, le Baron, c'est un des plus anciens, donc c'est le plus utilisé dans le monde, c'est là où on a le plus de données et il est utilisé même effectivement des fois dans les cabinets de recrutement, maintenant en entreprise. Voilà, c'est un profil, on va dire, c'est un bilan émotionnel, mais en aucun cas, en lui tout seul, il va pouvoir définir, vous êtes au potentiel émotionnel. Donc il y a effectivement des fois cette confusion. Moi, je l'utilise personnellement comme une grille, donc un point de départ, c'est pas une finalité en soi, j'insiste bien, pour avoir une photographie, un instant T, de se dire, OK, la personne, elle a besoin, et encore une fois, ça va dépendre des personnes, d'avoir quelque chose de factuel, un rapport avec un outil, un logiciel qui va mesurer tout, c'est son temps sa vitesse de réponse, qui va analyser les incohérences, etc., qui va regarder les surimpressions. Parce qu'elle a besoin, en fait, à l'intérieur d'elle-même, d'avoir une confirmation externe. Mais ce qui est important aussi, c'est de croiser aussi avec, on va rentrer après plus dans les caractéristiques, dans les champs, dans le fonctionnement aussi de la personne, parce que voilà, ça va donner, par exemple, des familles de compétences. Donc, quand je parlais d'intelligence émotionnelle, sur cet outil-là, je parle de celui-là parce que c'est celui-là que je connais. Après, effectivement, il y en a d'autres. On a 5 familles de compétences. Donc, je disais tout à l'heure, c'est comment on arrive déjà à avoir cette information sur ses émotions. Donc, il y a la famille, par exemple, de perception de soi. C'est-à-dire, en gros, est-ce que je suis conscient de mes émotions ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment un monde, mais je suis en décalage total, je ne comprends pas du tout ce qui se passe à l'intérieur de moi? Voilà. Souvent, sur ces profils, on a effectivement quand même pas mal plongé à l'intérieur de soi. On en parlait aussi en disant, bah oui, on a souvent des parcours où on a pu avoir de la souffrance, on a du mal-être, etc. Donc, on commence à aller plonger, à se mettre en introspection. Et donc, on développe aussi cette capacité, cette compétence-là. Ce que je n'ai pas précisé aussi, parce que je dis bien on développe, c'est-à-dire que ce n'est pas figé, c'est une intelligence qui... le QI, généralement, on peut un petit peu évoluer, mais pas tant que ça. Voilà, on peut s'entraîner, etc. Mais c'est beaucoup, la marge de progrès, elle est beaucoup plus faible relativement au QE, c'est-à-dire sur le QE. Si on travaille sur soi, si on fait du coaching ou même on n'est pas obligé de faire de coaching, hein. La vie nous apporte aussi des expériences et puis, encore une fois, si on sait quoi en faire, parce que c'est ça la clé, mais nous permet aussi de développer cette intelligence émotionnelle. Donc, heureusement, c'est pas figé. Voilà, dans le temps, le score, il bouge. Voilà. Et puis, c'est impacté aussi par des paramètres comme c'est sûr, si on a vécu un trauma, si on a vécu un événement qui était pas simple juste avant de passer le test, oui, ça peut aussi interférer sur les résultats, clairement. Ça, c'est sûr, on est dans l'émotionnel, on est dans le subjectif, quoi. Mais c'est ce que tu indiques, hein. Donc, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Donc, la première, effectivement, c'est que c'est on vient d'en discuter en long, large et travers, c'est pour ça que du coup, je souris. C'est que c'est nous-mêmes qui mettons un score à un moment donné. Donc, c'est-à-dire que c'est notre perception de nous-mêmes dans différentes situations. Donc, là, pour le citer, donc c'est le QI, donc l'Emotional Quotient Inventory, Oui. qui est l'un des tests justement dont tu parlais de quotient émotionnel. Et donc, ça veut dire aussi que, et ça, c'est ce que je te disais quand on en discutait, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un ego démesuré aura un test avec des variables démesurées et un QE démesuré, mais qui est sa perception de lui à un instant T. Donc, c'est pour ça, et Aude Valérie le disait, c'est que c'est une grille de lecture qui te permet de comprendre, mais de voir aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'écart entre différentes variables. Et c'est cet écart justement qui dit, tiens, voilà, je suis assez douée dans ça, ou ma perception dit que je suis très douée dans ça, et puis finalement, j'ai ça en moins. Alors, quand c'est moins, est-ce que c'est quelque part, ça me pose problème, ou est-ce que c'est logique? Et en quoi les forces peuvent compenser les choses où potentiellement, voilà, j'ai un score un peu moins important.
et que je voudrais travailler ou améliorer. Donc, c'est un espèce de balancier. Et tu me disais, quand on parlait du test, qu'en fait, il y avait quand même certaines variables assez révélatrices d'un potentiel, d'un potentiel au potentiel émotionnel. Donc, tu peux peut-être nous parler de ces variables-là où tu dis, tiens, là, quand même, quand ces variables-là sont plus élevées ou justement moins élevées, ben, Ouais. tout mis ensemble, ça donne quand même des indicateurs de, voilà. Tout Donc, à fait. Oui, donc pour revenir, bah oui, tout à fait. Donc c'est une auto-évaluation. Donc ça, c'est important effectivement de le savoir. Après, effectivement, dans la méthode, l'outil, quand ça a été développé, on regarde les incohérences des questions. Donc effectivement, ça, il y a des choses quand même là-dessus, sur des surimpressions positives ou négatives. Mais ce qui est important, oui, c'est l'analyse des écarts. Je prends un exemple justement. On en discutait aussi. Hein, c'est par exemple, on a une indépendance émotionnelle qui est plutôt, on va dire, inférieure à la population moyenne, puisqu'en fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que pour ce test, comme le QI, on regarde toutes les réponses donc, que l'on se note par rapport aux réponses d'une population générale moyenne. Donc actuellement, effectivement, je disais, hein, on a un gros panel de personnes parce que c'est le plus ancien en fait. Donc la base de données de référence, norme entre guillemets, on pourra reparler de la notion de norme aussi, mais enfin, ce qu'on considère, on va dire, comme référence, elle est assez importante. Donc c'est-à-dire que toutes les réponses qu'on se donne sont comparées à cette population de référence. Donc il y a quand même aussi cette comparaison-là qui est faite, même si c'est une auto-évaluation, d'accord. Après, effectivement, l'analyse des écarts est importante. Si on a, par exemple, une indépendance émotionnelle qui est plutôt, on va dire, challengeante, donc qui est plutôt basse, entre guillemets, dans les valeurs. Et encore une fois, c'est en relatif. Et si on a une empathie qui est haute, par exemple, très élevée, concrètement, comment ça se traduit dans la vie? Ça va être, par exemple, une personne qui va faire passer l'autre avant soi, qui va être fortement réactif et impacté, par exemple, par le regard des autres. On a effectivement ces caractéristiques-là. Voilà. Alors après, la méthode, elle permet, puisque c'est en fait c'est une roue, hein, c'est-à-dire c'est ça qui est intéressant, c'est comme un engrenage. Toutes ces compétences sont liées les unes aux autres, et donc quand on fait bouger un côté, de fil en aiguille, ça peut aussi faire bouger le reste. Donc en fait, c'est comment on peut s'appuyer sur ses forces pour remonter, on va dire, challenger dans le sens évolution les compétences qui sont plus basses. Et par exemple, l'indépendance émotionnelle, elle est liée à la conscience de soi. Donc, plus on connaît ces émotions, plus on arrive à les identifier, plus on sait ce qui nous traverse, plus justement on va arriver, c'est logique, hein, à faire la part des choses entre soi et l'autre. Et se dire justement, je ne fais pas l'amalgame. Des fois, on peut avoir cette double phase dans l'empathie, hein, c'est-à-dire c'est à la fois une qualité, c'est génial, tout le monde n'arrive pas à se mettre à la place de quelqu'un. Donc, ça reste une compétence au vu de l'intelligence émotionnelle. Maintenant, le challenge, c'est pas de passer dans le déséquilibre en se disant finalement voilà je sais plus qui je fusionne avec l'autre, je suis dans des relations de dépendance, hein, vraiment à ce niveau-là par exemple, et puis je me perds quoi, je ne sais même plus en termes d'identité où ça peut même aller jusqu'à je vis la vie de quelqu'un d'autre quoi, je vis pas ma vie, voilà, je suis en couple et Vis puis ma vie, quoi. Ça vient de là, en fait, la série Vis ma vie. peut-être c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Donc, c'est pour ça que c'est à nuancer parce que, tu vois, effectivement, tu disais, quelqu'un qui a un gros ego va se scorer haut, mais dans l'absolu, avoir une forte empathie, je dirais, ça peut des fois même jouer contre soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est tout l'art de voir les liens entre les compétences et de les équilibrer pour pas que les écarts, effectivement, soient trop importants, on va dire. Voilà. Mais comme dit, ça s'apprend. C'est pas une fatalité, c'est pas un diagnostic figé. Vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. C'est pas identitaire. Ça, j'insiste aussi beaucoup là-dessus. Oui, et puis quand tu dis vous êtes comme ci, vous êtes comme ça reste quand même une auto-appréciation. Donc en fait, ça ne vaut que, enfin, je veux dire, si tu as mal dormi, si tu es grognon, si tu as fait des cauchemars, tu n'auras pas le même test que si tu es en mode youpla et tu as passé une journée de fou et tu Oui. as, signé un chouette contrat. Donc en fait, ça n'aime, voilà, en termes d'évaluation, ça n'est qu'une tendance à un instant T de comment tu te vois. Et en fonction de la journée, voilà, j'ai envie de dire, tu n'as pas la même journée tous les jours. Donc, Oui, donc alors
Après, alors, on pondère. Le test, en fait, d'après les études qui ont été réalisées, il est reproductible. C'est-à-dire, effectivement, l'idée, c'est que, alors, on considère généralement une période d'1 an. C'est-à-dire, on se dit, faut pas repasser le test avant 1 an parce que on se rappelle des questions. Donc, il y a aussi l'interférence de se rappeler des questions et du coup, ben, de peut-être répondre pareil ou, bref. Mais en fait, quand on a, bien sûr, notre vie n'est pas linéaire. On a effectivement des variations tout le temps, tout au long de la journée. Nos humeurs, nos émotions, c'est ce qu'on disait avant. Il y en a qu'on retient, il y en a d'autres qu'on va pouvoir libérer tout de suite. Mais oui, ça fait partie de ces vagues. Maintenant, effectivement, quand le test, quand on considère qu'il y a vraiment un gros événement vraiment fort, un deuil, un trauma, enfin quelque chose, c'est clair qu'en général, là, il faut reprendre manuellement les questions avec la personne parce que c'est clair que c'est pas significatif, c'est pas révélateur. Mais après, comme on n'est jamais constant, heureusement, je dirais, bien sûr qu'il y a des vaguelettes. Après, la personne aussi, c'est à elle de se connaître. Si on est un petit peu depuis une certaine période, bon, on a des états de nostalgie. Alors, je distingue la nostalgie des états de dépression hein, qui sont vraiment médicalement. Enfin, il y a tout un diagnostic, il faut avoir des critères, etc. Et des fois, c'est amalgamé. Hein, on croit qu'on est en dépression alors que c'est plutôt des états dépressifs ou la nostalgie. Bon, bah c'est clair que là, je dirais, si c'est un peu le bruit de fond général, bah on va prendre une photo de ce bruit de fond à un moment donné. Mais on sait que finalement, c'est un peu latent tout le temps. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on prend Oui, je effectivement bien, crois. c'est à un moment donné. Mais on n'est jamais, heureusement, toujours de la même humeur et dans la même émotion. Mais voilà. Et tu le disais, en fait, tu n'aimes pas les étiquettes. Et là, je crois qu'il y a déjà un truc à retenir globalement de ton intervention, enfin, de ton interview du sommet, etc., c'est de ne pas se laisser mettre des étiquettes. Ce ne sont que potentiellement des indications Voilà. de choses qu'on a tendance à être ou à être un peu moins. Oui. Mais honnêtement, si vous vous renseignez un temps soit peu sur regarder des vidéos YouTube, alors il y a de tout, tout et n'importe quoi, mais en même temps, il y a quand même des tendances qui restent. Et je pense que si d'une manière ou d'une autre, tu es HP, tu te sens différent et tu reconnais globalement les indicateurs sur les variaisons, la gestion des émotions, voilà, tu sais que tu es HP sans même avoir besoin d'aucun test du monde. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui accompagnent les HP et qui disent, pour moi, c'est pas nécessaire de faire le test. Alors, ça répond pas à la question potentiellement de l'intelligence en disant est-ce que j'ai l'intelligence homogène, c'est-à-dire 130 partout et voilà, ou est-ce que j'ai une intelligence hétérogène, c'est-à-dire j'ai des endroits où je suis plus fort que d'autres, voire on n'a pas su me dire si j'étais HP ou pas au niveau intellectuel parce que j'ai voilà, j'ai Mm. des parties, des catégories qui sont tellement disparates, enfin, au niveau des chiffres qui ont tellement de différences qu'en fait, on ne sait pas se positionner. Mais fondamentalement, en quoi est-ce nécessaire Tout à fait. d'avoir ces informations-là? A priori, vous vous connaissez. Après, est-ce que. Alors, je finis mon idée, parce que je suis la reine. Hein. C'est pensé en arborescence, c'est les 15 parenthèses que tu ouvres en même temps. A priori, vous savez que vous l'êtes parce que vous le ressentez, parce que c'est ce que votre intuition vous dit. Quand on vous a pointé du doigt un certain nombre de choses et que bon an, mal an, vous vous êtes renseigné, vous savez qu'il y a un truc qui tourne pas rond ou qui tourne très rond au regard des HP, c'est en fonction. Et la deuxième question, ou deuxième réflexion en tout cas que j'amène, c'est pourquoi est-ce tellement nécessaire, indispensable, vital que quelqu'un d'extérieur à vous vous mette une étiquette. Et je rebondis sur l'histoire d'étiquette, puisque Haute Valérie exècre les étiquettes. Et by the way, quand on plonge dans les intervenants que j'ai pour ce sommet, mais dans les HP en règle générale, il y a vraiment des tendances communes. On n'aime pas les étiquettes, on n'aime globalement pas les règles. C'est ce que je Ouais. disais, c'est le premier sommet que je fais, où pratiquement tous les intervenants me disent non, non, on doit pas avoir les questions. On fonctionne mieux, voilà. Pas, alors certains à la surprise, d'autres disent non, je fonctionne mieux quand je suis pas préparée. Et donc, Ouais. j'en parlais avec Aude Valérie, je me dis, mais ça m'éclate parce que c'est tellement nous, en fait. Mm. On est connecté à nos émotions, on connaît nos thématiques, c'est parti, quoi.
Mm. Et on n'a pas besoin, voilà, on met un cadre, où est-ce qu'on vient, plus ou moins où est-ce qu'on va, et tout le reste, c'est une promenade. Et c'est passionnant, vraiment, d'avoir ce côté. Et je rebondis sur, parce que finalement, on vient avec tous des labels où on s'y perd, en fait. Et donc, c'est justement, je trouve qu'au plus on crée des labels, au plus je trouve ça méga intéressant de se dire, non, mais je suis quoi, moi? Parce que je suis zèbre, indigo, vert, fuchsia, enfin, HPE, HPI, enfin, voilà. Et en quoi est-ce véritablement important? Enfin, je veux dire, l'objectif, c'est vraiment, comme tu le disais, c'est une grille, et on est tous d'accord là-dessus, c'est que le HP, c'est pas une identité, c'est une grille de lecture pour mieux vivre avec toi et mieux Exactement. apprendre à te connaître, te donner des permissions d'être toi sans pour autant être un caméléon et se transformer non-stop. Euh, donc voilà, enfin voilà, je trouve passionnant et je rebondis d'ailleurs parce on en parlait, donc je suis très curieuse d'avoir ta réponse. C'est que tu parlais donc, quelle est la différence entre HPI, HPE, hypersensible et haut potentiel sensible? Je Ok. suis très curieuse d'avoir la réponse. Alors, si tu le permets, je vais quand même rebondir parce que, Ah, mais tu fais ce en que tu lien avec veux, hein. ce que Moi, je pose 15 000 avec ce que tu questions, tu disais. réponds. Non, non, mais c'était super intéressant parce que, oui, moi, je pense que cette démarche-là, de passer des tests, elle est très personnelle. Il n'y a pas de il faut, on doit, voilà. Par contre, ça peut répondre, tu vois, pour moi, dans ma vision, il y a un cheminement. Il y a des étapes, voilà. On parlait d'étapes un peu de renaissance, de reconnaissance, parce qu'on a vu en soi des singularités, qu'on les a accueillies. Et justement, le but, effectivement, c'est ensuite de ne pas rester là-dedans, c'est de faire le lien avec les autres, de ne pas se dire, ah, mais attendez, j'ai mon certificat, là, j'ai mon titre de noblesse, donc ne me touchez pas, m'approchez plus, je suis hypersensible, en fait. Parce que là, pour moi, c'est l'inverse du but, en fait. C'est de se dire, bah non, je reste dans ma case, quoi. Donc c'est dommage. Bon, ça peut rassurer le mental. Mais par contre, je pense qu'il y a quand même un cheminement pour certaines personnes et j'en fais partie parce que tu vois, je vais parler d'un truc très personnel. Tu disais, tu as des intervenants qui ne préparent pas leur conférence. Eh bien, si tu m'avais connu peut-être il y a un an, j'aurais préparé ma conférence et je t'aurais demandé les questions. Donc, c'est aussi pour dire, en fait, qu'il y a un cheminement intérieur et que peut-être, à un moment donné, on a besoin, et encore une fois, je dis peut-être, et je mets tous les guillemets et les trucs, parce qu'encore une fois, c'est très perso, mais d'avoir ce support, de se dire, OK, dans les connaissances actuelles, et là, c'est des fois le challenge de ne pas avoir de déception, parce qu'il y a des fois beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression que je vois de personnes qui veulent absolument cette reconnaissance de l'extérieur. Et là, tu fais bien de le souligner, de poser cette question, mais justement, est-ce que finalement, vous remettez votre pouvoir à quelqu'un d'autre? C'est ça, en fait. Et finalement, quand on va avoir un accompagnant, un coach, un thérapeute, est-ce qu'on le met dans cette position-là haute? Ça, c'est intéressant, je trouve. Et C'est vraiment... dis-moi qui je suis, hein, s'il te plaît, dis-moi qui je suis. Voilà, c'est vraiment intéressant. Mais peut-être aussi, bah, moi, je repense à mon parcours perso et je sais que je suis passée par là. Mais maintenant, c'est grâce à ça que j'ai pu le dépasser et le lâcher, tu vois. Mais des fois, on oublie son propre parcours. C'est juste ça, la petite nuance que je ferais, c'est que on oublie, on se dit, mais non, mais pourquoi vous avez besoin de le faire? Bah, peut-être que oui, peut-être que non. Mais en fait, c'est pas pourquoi on le fait, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait avec après. C'est plutôt ça les clés, c'est-à-dire une fois qu'on a cette connaissance, ok, ou pas d'ailleurs, parce que bah, si le test, on se dit bah non, on n'est pas dedans, mais alors du coup qui je suis, on est encore peut-être plus perdu. Ça peut être aussi, j'ai aussi des personnes comme ça qui sont pas rentrées dans aucun des cadres et donc du coup bah voilà. Mais c'est quoi le but? C'est qu'est-ce que je ffais derrière de tout ça? Donc c'est quoi le chemin derrière qui s'ouvre et c'est quoi cette étape après quoi finalement? Donc là je te rejoins. Voilà, et en fait, comme pour le QI, hein, c'est pareil, hein, le QI, en fait, il ne définit pas la douance, il l'apprécie seulement. Ça, c'est aussi Ça, une c'est nuance joli, qui est ça. importante. Il ne définit pas, il l'apprécie, ou pas d'ailleurs. C'est Ouais, très joli. exactement. C'est quand tu parlais d'indicateur, c'est un outil, quoi. C'est quelque chose, voilà. On parle de tests psychométriques parce qu'on mesure des choses et qu'il y a effectivement des indicateurs, mais en aucun cas, ça définit la douance pour moi. C'est voilà, comme je disais, c'est un mode de fonctionnement particulier et on ne va pas tout apprécier. Donc, pour revenir à ta question, alors, moi, je me base, alors par rapport à, je vais commencer par la case, on va dire, hypersensible. Euh,
Là, moi, je me suis beaucoup basée, parce qu'en fait, comme je suis scientifique de formation, j'aime bien les neurosciences, et je me suis beaucoup basée sur les définitions d'Hélène Aron, je pense que tu dois connaître, qui a fait pas mal même d'imagerie, un petit peu des cerveaux, à regarder les coupes, regarder voilà, les parties qui s'activent. Et en fait, il y a 4 piliers dans alors l'hyper, l'ultra, qu'est-ce que j'ai vu encore? La haute sensibilité. Alors, il y a des petites différences, mais en gros, il y a 4 piliers, il y a 4 caractéristiques. Il y a déjà la profondeur de traitement de l'information. Voilà. Donc, c'est un processus où on va vraiment, quand je disais, on a cette capacité d'introspection parce qu'en fait, on va beaucoup, beaucoup regarder entre les lignes. On va entendre des fois ou lire des choses avec on voit le sens second, par exemple. Donc, on va beaucoup, beaucoup rentrer dans les mots, par exemple, ou dans ce qu'on entend. Et ça, déjà, ça demande, on va ensuite parler un peu des effets, des impacts, ça demande beaucoup d'énergie à notre cerveau. Hein, il y a des zones qui s'activent beaucoup plus, hein, notamment là, dans ce qu'elle montrait, c'était l'insula et l'amygdale qui sont beaucoup, beaucoup plus actifs. Et l'insula, au passage, pareil, dans les travaux de recherche actuels, ce serait un des sièges de la conscience. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup de suivre là, toutes ces trouvailles à ce niveau-là. Il y a donc par exemple cette capacité aussi des fois de faire des liens. Par exemple, on va devoir apprendre un code de carte bancaire ou un autre code par cœur. Dans les cerveaux des hypersensibles, bah justement, ils vont trouver plein de stratégies, plein de moyens mémotechniques de dire ah oui, donc je vais avoir ça, donc ça va me rappeler telle couleur, telle forme. En fait, ils vont avoir leur monde à eux. Pour retenir une information. Donc ça, c'est vraiment l'approfondissement, le traitement en profondeur de l'information. Après, il y a le côté surstimulation. Donc surstimulation, notamment au niveau sensoriel, mais aussi au niveau émotionnel. Donc, on va effectivement avoir, quand on dit hypersensibilité, en fait, en soi, le problème, enfin, je dirais le challenge, j'aime pas dire problème, le challenge, c'est pas la sensibilité. La sensibilité, ça fait partie de notre humanité, mais c'est plutôt la réactivité aux émotions, voilà, de surréagir dans un sens comme dans l'autre. Hein. Ça peut être effectivement soit des impulsions, soit au contraire, on se suradapte, c'est-à-dire on prend tout sur soi et puis voilà, on se referme, hein, parce qu'il y a des profils, on peut être introverti, extraverti, hypersensible, voilà, il y a toutes les catégories. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième, c'est l'empathie, donc qu'elle met vraiment à part, parce que là, c'est vraiment un marqueur qu'on retrouve systématiquement chez les profils hypersensibles ou hautement sensibles. Et le dernier, c'est la sensibilité à l'environnement et aux stimuli de l'environnement. Donc, c'est cette capacité, justement, comme je disais, sensorielle, de percevoir, d'avoir des informations, d'arriver dans une pièce et puis d'avoir comment je pourrais dire, une intuition sur, tiens, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Ça, c'est ce qu'elle appelle la sensibilité environnementale, donc liée à notre milieu de vie, à notre environnement. Et donc, on n'est pas très loin, quand je parlais d'intuition, c'est un peu ça, hein, c'est de ces choses qui nous traversent, de ces informations qu'on capte par nos sens, en fait, quelque part. Et là, au niveau des cerveaux, donc ce qu'elle montre, elle, c'est qu'au niveau de la structure, je dirais, les cerveaux des hypersensibles sont identiques, on va dire, à une population normale, lambda, on va dire, non atypique. Mais par contre, c'est qu'il y a des zones, comme je disais tout à l'heure, qui s'activent beaucoup plus et des connexions neuronales qui sont beaucoup plus rapides. Donc, pareil, du traitement de l'information qui est assez rapide aussi à ce niveau-là. Voilà. Ok. Donc ça, c'est, on va dire, c'est les 4 caractéristiques pour les hypersensibles. Alors, comment tu fais la différence avec les hauts potentiels émotionnels, les HPE? Ouais, et ben en fait, pour moi, il y a d'autres choses en plus, c'est-à-dire qu'il y a un mode de pensée. Alors, anciennement, on parlait d'arborescence. Je crois qu'aujourd'hui, l'appellation a changé, donc on parle maintenant de divergence ou de convergence. En fait, on a besoin des deux modes de pensée, par exemple, quand on prend une décision. La divergence permet d'ouvrir, c'est comme, je prends l'exemple d'un ordinateur, il y a plein de pop-up, il y a plein de cases en fait qui s'ouvrent. Tu parlais tout à l'heure là de toutes les parenthèses qui s'ouvraient, bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de fenêtres qui s'ouvrent en même temps.
Et donc, le challenge, justement, souvent pour les hauts potentiels, c'est ensuite de converger, c'est de rassembler, c'est de prendre des décisions, c'est de choisir. Même si ça peut être très tranché, même si des fois, on avait aussi évoqué ça tout à l'heure, enfin, c'est des fois soit tout noir, soit tout blanc. Ça peut être tranché des fois, j'aime ou j'aime pas, mais des fois, ça peut être quand même challengeant d'arriver à rassembler, voilà, à faire converger en fait cette information. Donc, il y a notamment ça. Et puis, pareil, si je m'appuie sur les neurosciences, pour l'aspect plutôt haut potentiel, donc ce qui avait été montré, c'est que les structures des cerveaux, il y avait des différences, notamment dans les taux de myéline. Donc, la myéline, c'est une protéine qui entoure la gaine, justement, des cellules nerveuses. Et qu'en fait, justement, cette matière-là, elle était plus importante. Donc, il y a une différence aussi structurelle, contrairement aux hypersensibles qui vont être plutôt comment dire, avec des cerveaux structurellement identiques, mais plutôt des différences dans les vitesses. Là, effectivement, c'est dans la structure. Et après, j'insiste aussi sur ce concept de haut potentiel émotionnel. Hein. Il n'y a pas de définition, donc effectivement, il y a eu tout cet historique un petit peu, donc je traçais avant. On est parti de premier concept, c'était le HPI avec le QI. Et puis ensuite, on est arrivé à ces premiers tests de QE, donc dans les années 90. Et il y a notamment en France, c'était Raymond Dazan qui a développé ce concept de HPE, qui a fait une thèse en fait là-dessus parce qu'elle voyait qu'il y avait des personnes qui avaient effectivement des valeurs plutôt hautes de QI, ou légèrement en dessous du 130, mais qui avaient une intelligence plutôt chaude, enfin ce qu'elle appelait chaude, c'est-à-dire plutôt dans le cœur, plutôt dans l'empathie, plutôt sur l'aspect émotionnel, contrairement à l'intelligence froide qui était plutôt rationnelle, qui était plutôt intellectuelle, qui était plutôt analytique en fait. Donc Et voilà. donc, du coup, quand on parle de HPE, on ne parle pas en tant que tel de quotient intellectuel, quand on a cette dénomination-là. C'est là où c'est. En fait, je te dis, je me base vraiment sur ses travaux parce que c'est la seule que je connaisse, enfin, à ma connaissance, qui a à la fois croisé les données de QI et les données de QE. Et en fait, elle voyait soit des personnes qui étaient au-dessus des 130, mais pas, c'est-à-dire pas significativement, quoi. C'était 130, 135, Oui, c'est ça que effectivement, tu me un petit disais. peu. Donc, après ces tests-là, c'est un Voilà. exemple. Hein. Le HPE regroupe en fait le Ouais. HPI et Voilà, l'hypersensible. voilà, Voilà. exactement. À l'origine, le concept, enfin, à ma connaissance, hein, après, il y a peut-être d'autres sources, mais à ma connaissance, il vient de là. Et c'est pour ça que c'est très débattu, qu'il y a beaucoup de controverses, parce que c'est un concept qui est né en franco-français, en fait. Hein. Et puis après, l'opinion s'en est emparée. Ah ouais, c'est chouette, c'est joli. Puis ça change du côté intellectuel, et puis je m'y retrouve. Mais souvent, voilà, aujourd'hui, clairement, on a des croisements entre les hypersensibles et les hauts potentiels émotionnels. Euh, Moi, je vais donner alors personnellement aussi peut-être un point de vue qui est aussi partagé par Charlotte Wills, si tu la connais par exemple. L'hypersensible, par exemple, il va avoir beaucoup d'informations autour de lui, mais il ne saura peut-être pas forcément quoi en faire. Je parlais tout à l'heure, c'est pour ça que je revenais à la notion de la définition de l'intelligence. C'est qu'est-ce que je fais de cette info? C'est comment j'arrive à la traiter, comment j'arrive à la réguler, voire à la maîtriser, si on a envie de dire ça. Mais en fait, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis complètement noyée? Est-ce que je suis complètement saturée? Et donc, effectivement, on va développer ça quand on va développer ce potentiel émotionnel en disant, finalement, je vais apprendre à réguler mes émotions, par exemple. Donc, souvent, l'hypersensible, au début, il est complètement noyé, il est submergé. Il ne sait même pas qu'il peut avoir la main sur ses émotions. C'est comme une vague, c'est une intensité tellement forte que ils se sont dépassés. Mais encore une fois, c'est pas identitaire. Voilà, on peut aussi apprendre à réguler ses émotions. Et tu dis que ça, il y a des croisements. Moi, de ta définition, j'avais compris que le HPE incluait le HPI dans ses compétences intellectuelles et incluait les 4 critères de l'hypersensible par ailleurs, plus cette pensée en arborescence, etc. Mais la pensée en arborescence est spécifique aussi au HPI, non? Oui, tout à Oui, hein, fait. c'est ça. Ouais, Hein, donc c'est ouais. ça. Donc en fait, le HPE est un espèce est un croisement dans ta Oui, définition oui. du HPI et des critères de l'hypersensible en fait. Et tu mélanges.
bien. Il est issu Voilà. de ça, ouais, c'est ça. Et en fait, on a souvent les deux. Alors, d'après les statistiques, on dirait que maintenant, on a actuellement 30% de la population qui serait hautement sensible, qui serait hypersensible. Et là aussi, ça a évolué. Enfin, moi, j'ai vu il y a encore quelques années, on parlait de 20%, aujourd'hui, c'est Ouais, j'ai 30%. vu aussi 20%. Ouais. Voilà, là, ça bouge aussi, en fait, quelque part, hein, dans les chiffres. Mais oui, À la il y a... fois, comme il n'y a pas d'indicateur, Bah finalement, non, c'est quand même vachement difficile c'est très complexe. Ouais, ouais. de définir ce que c'est, en fait. Et- Hein. On parle de, Tout à voilà, fait. enfin voilà, je dis pas qu'il y a autant de définitions de gens que de gens qui le définissent, mais il y a quand Oui, même oui, c'est ça. il y a une Exactement. quantité. Et donc, et par rapport au haut potentiel sensible, on sait Alors moi j'en ai entendu parler, c'est Saverio Tomasella, donc plutôt qui est sur l'Observatoire de la haute sensibilité à Paris, qui est psychanalyste aussi avec son équipe, parce qu'il a monté un centre de recherche aussi à ce niveau-là, qui avait évoqué ça, voilà, dans un webinaire, parce que alors il avait hein, déjà travaillé sur même la notion d'hypersensibilité, parce que pour lui hyper justement ça a cette connotation de c'est trop. Mhm. Et donc, lui avait donné l'appellation d'ultra-sensibilité, voilà, qui était en termes d'étymologie. En fait, tu vois, pareil, moi, pour donner mon point de vue, je trouve à ce terme de haut potentiel, pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement qu'on est au-dessus de quelque chose. Donc, rien qu'en tant que tel, alors je vais pas, moi, On est mal en... parti, hein, on va pas se mentir. Et- Et c'est marrant parce que toutes les personnes qui travaillent dans ces domaines-là, peu Ouais, importe ouais, philosophie, psychologue, enfin, peu importe, toutes les personnes qui s'attaquent à cette thématique-là oui, disent qu'ils sont en désaccord. Ils préfèrent en anglais, c'est gifted, talented, enfin voilà. Tu peux pas faire accepter une différence déjà à soi-même, oui. alors au reste du monde, Mm. si déjà tu dis que les autres sont en bas parce que toi, tu es en haut. C'est mal parti. Enfin, Ça, ouais, il y a, enfin, tu peux pas, en fait, parce que comme dans tout, alors on oui, sait qu'on discute de noir et de blanc, mais tu ne peux pas avoir de haut s'il n'y a pas de bas. Hein. tout à fait. Donc, Non, mais c'est ça. si les normopensants égale bas potentiel, Oui, on est mal parti pour l'acceptation des 2,4, mais c'est clair. 3, 5%, les chiffres changent, C'est de clair. population, voilà. C'est ça. C'est pas bien, on n'est pas bien lancé, quoi. C'est ça. Et sur les mots, voilà, ou le mot surdoué, pareil qu'on entend aussi, bah voilà, surdoué. Donc on se dit qu'il réussit tout. C'est l'archétype du voilà, C'est ça. médiatique, Alors que, de la personne. selon les Mais non, études, tant en termes de carrière professionnelle qu'à l'école, etc., et c'était dans un des livres de Nicolas Gauvry que je vais interviewer, où il disait, mais même les échantillons pris sont biaisés parce que, par exemple, quand on demande au professeur, bah, envoie-nous des élèves que tu penses être au potentiel, qu'est-ce que font oui, les professeurs? Ils ouais. envoient les meilleurs élèves. Or, on sait que ce Eh n'est pas oui, forcément les meilleurs élèves qui sont au potentiel. Et ce qui est passionnant aussi, c'est même dans la vie quotidienne, on se dit, bah non, je peux pas être au potentiel parce que j'ai pas une vie de ouf, j'ai pas une carrière de frappadingue. ouais, Et alors que, au final, vu tous les enjeux émotionnels, d'appartenance, de rejet, enfin voilà, tout ce qui est travaillé au sein même, enfin, et encore, si je ne parle, si on plonge dans la gestion des émotions, on arrive à un imbroglio où voilà, tu te ouais, cherches, tu t'adaptes, etc. ouais, Ben, en fait, rien n'est mis ensemble pour qu'on ait des carrières tout à fait. fantastiques. Parce Tout qu'en à fait, on passe son temps à se battre contre soi ou à s'adapter pour être comme les autres, tout en sachant qu'on est différent. Donc, on a moyennement finalement de temps et d'énergie pour construire une carrière exceptionnelle parce que on est fait. occupé à essayer de vivre Tout à fait. normalement. Oui, mais complètement. Mais c'est pas, voilà, on n'est pas, les hauts potentiels, c'est pas supérieur aux autres. C'est une forme particulière, singulière, on va dire, d'intelligence. Voilà, moi je dirais plutôt ça. Mais on voit tout actuellement. Hein. Il y a des gens, alors c'est aussi, je vois la tendance inverse, l'autre, en disant, bah, c'est catastrophique d'être au potentiel. Les hauts potentiels sont malheureux, les hauts potentiels sont dépressifs. Il y a ça. C'est soit effectivement, on le met sur un piédestal en disant la personne qui réussit tout, qui va tout casser, ou bien effectivement, ah non, c'est une catastrophe. Je veux surtout pas, voilà, avoir ça. Maintenant, j'aime bien le mot potentiel. Ça me plaît parce que justement, on est dans cette souplesse de se dire, il y a un mélange, on va dire, entre l'inné et l'acquis. Ça aussi, hein, on pourrait en débattre. Il y a plein de théories dessus.
Et il y a aussi, alors c'était Dabrowski qui a écrit un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle La théorie de la désintégration positive. Et en fait, il montre justement, il fait le lien avec la douance. Et il va justement dire que c'est dans nos crises, dans nos épisodes de vie, des fois très compliqués, où on a de la souffrance, effectivement, on a des choses difficiles, que un potentiel va se révéler après, qu'on va il y a de la résilience, il y a d'autres choses, mais même, on va développer une force, en fait, par derrière. Et ça, j'aime bien, parce qu'en fait, il y a cette notion, moi, je pense, dans tout être humain, de potentiel, on va dire, latent. Après, les épisodes de vie qu'on nous amène à jouer nous font révéler ou pas certaines choses. Après, la question du libre arbitre aussi qu'on pourrait interroger. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, hein? Est-ce qu'on a le choix, est-ce qu'on n'a pas le choix? Mais tu vois, il y a aussi peut-être cette notion-là de se dire, on a plein de potentiel en nous. Voilà, on a plein de formes d'intelligence. Je n'ai pas parlé de la théorie des intelligences multiples. J'ai parlé de l'émotionnel, mais il y a l'intelligence aussi. Enfin, j'ai parlé un peu du corps, kinésio, mais voilà, il y a des choses, mais assez incroyables. Il y a des singularités, des personnes qui ont ce qu'on appelle la synesthésie. Donc, qui vont, par exemple, entendre un son et puis ils vont le percevoir sous forme de couleur, tu vois. Donc, je me dis, c'est quand même, l'humain est quand même d'une richesse incroyable et que la vie, finalement, c'est la solution. Hein. C'est un peu une phrase bateau, mais en même temps, quand je disais au début, arriver à se laisser traverser, c'est ça, en fait. Hein. C'est plutôt apprendre de son expérience, savoir qu'est-ce qu'on en fait, finalement, derrière. Et le potentiel, il est là. Donc, qu'on soit haut, bas, moyen, C'est ça, et etc. finalement, chaque personne a un, voire plusieurs dons Mm. que tu connais par intuition, que tu n'écoutes pas, voilà, que Mm. tu ne crois pas, que tu ne suis pas. On parlait des enfants tout à l'heure, parce que mon fils était en train de jouer à Pokémon pendant qu'on parlait en sautant tel un kangourou. Mm. Voilà, on disait qu'en fait, et tu disais tantôt, j'ai tiqué, tu dis 7 ans, c'est l'âge de raison. Et parce qu'on écoute, on commence à écouter son mental, et je me dis, ah oui, raison, je comprends pour le raisonnement, mais raison parce qu'on n'a tellement pas raison, parce qu'en fait, on se coupe Oui. de la seule source qui nous accompagne toute notre vie de manière juste et authentique, et que si on écoute, hein, on le parle, et les sages te le diront, c'est dans le moment présent qu'on s'entend, c'est quand tu es Oui. lié au cœur, c'est lié aux intuitions, c'est l'instinct, enfin voilà, tu sais ce qui est bon pour Tout à toi, fait. tu sais Ouais. ce que tu es censé mettre en place. Et par contre, ton mental, ton ego, la vie que tu penses devoir mener, la recherche de reconnaissance, la Ouais. perte, la peur du rejet, Ouais. effectivement, les pertes, les deuils, etc., font que tu es pollué par mille et une choses qui ne sont Ouais. juste pas toi, que tu Ouais. crées de toutes pièces, Mm. alors qu'ils ont une raison d'être, hein, puisque l'ego te permet voilà, d'être une entité à part et voilà, de te définir dans la masse. Mais à côté de ça, c'est Ouais. toujours je suis plus que, moins que, pas bien. Enfin, quelque part, on est son pire ennemi. Et dans le Ouais. cas justement des hauts, bas potentiels, moyens potentiels, zèbres, chèvres, etc., c'est vraiment ce côté finalement, quoi? On n'a pas encore parlé de chèvres. Oui, pourquoi pas, J'habite dans la effectivement. nature. Dans les étiquettes, pourquoi pas, oui, c'est vrai, oui, non, Voilà, non. tout à fait. Voilà, il y a vraiment ce côté, comment moi je choisis de me définir et qui je choisis d'être, mais qui je choisis d'être toutes les secondes, Oui, tous les ouais, jours. Il n'y a ouais. pas de. Et finalement, c'est des comportements Mm. qui détermine qui je suis. Alors, on peut faire tous les tests du monde et se laisser. Enfin, il y a quand même, voilà, les gens qui pensent que la Terre était plate. Enfin, voilà, on a toujours décrié la physique quantique. Bah, cette année, c'est quand même 3 prix Nobel français qui Mm. ont fini par démontrer Ouais, l'intrication quantique, alors que bah, jusqu'ici, c'était prouvé scientifiquement. Enfin, en tout cas, rien ne pouvait aller plus vite que la lumière. Or là, ouais, l'intrication quantique démonte tout ce qu'on a toujours cru. c'est Et donc, ça. pourquoi se laisser labelliser par des gens Mm. ou par des tests qui Mm. ne vont définir que certaines choses, mais au-delà de ça, en quoi est-ce important d'être ce quelqu'un ou d'être soi-disant intelligent avec 130? Ça vous fait une belle jambe d'avoir 130 ou 150 et d'être seul au monde, misérable et de pas vous connaître et de pas vous estimer.
Enfin, voilà, je repense à Steve Jobs et à tout son texte sur son lit de mort en disant bah, une montre à 500 000 ou à 5 euros bah, donne toujours l'heure en fait. Tout à fait. Mm. Donc, enfin, bref, je m'emballe comme à chaque fois. Non, non, mais je pense que voilà, c'est du vécu et comme je disais, c'est un cheminement. Donc après, il y a plusieurs routes, il y a plusieurs voies et je pense que c'est fondamental dans ce que tu dis, c'est retrouver ce pouvoir de choisir. C'est peut-être, voilà, pour moi, dans l'être humain, c'est ce qui peut être des fois le plus souffrant, quand on a l'impression qu'on subit tout, qu'on n'a plus la main sur rien, qu'on se sent aussi victime de tout. Des fois, voilà, c'est aussi ce côté-là et je pense que ça peut être très souffrant. Et arriver à récupérer cette liberté intérieure, c'est aussi voilà, avoir la main. On a la main sur notre monde intérieur, sur nos émotions, sur nos pensées, et se laisser enfermer, oui, dans des croyances, dans des conditionnements. Ça peut rassurer, mais dire c'est ah ouais, c'est quoi les bénéfices secondaires quoi derrière? Ça rassure qui? Ça rassure le mental, ça rassure voilà. Peut-être c'est une étape, peut-être ça peut être un jalon, mais ce serait dommage Je trouve de que ce ce qui côté-là. est vraiment intéressant, en tout cas moi ça a eu cet effet-là pour moi et by the way pour mon fils, c'était vraiment se donner l'autorisation, te dire ah Oui, voilà. ça, parce que quand tu sais que neuronalement et hormonalement on ne fonctionne pas pareil, tu te Non. dis juste ok, Ouais, c'est pas moi c'est qui ai ça. un problème, Tout je à suis fait. juste constituée différemment et pour moi Mm. c'est probablement la plus belle chose que je pouvais ressortir de ça. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que j'en fais? Mais c'est se donner cette autorisation en disant, Oui, je peux arrêter oui. d'essayer d'être comme tout le monde en me disant que ça ne fonctionne pas, vraisemblablement, Ouais, parce que les autres voient que je ne suis pas comme eux et parce que moi, je vois que je suis démasquée et qu'ils voient que je ne suis oui, pas comme eux. tout à fait. Sans jugement aucun, il n'y a pas mieux ou moins bien, c'est souffrant d'être seul, voilà, d'être seul dans le chemin, surtout que tu as l'impression de faire ton possible pour être comme tout le monde et de voir que C'est bah, clair. peu importe Ouais, les efforts que tu fais, ça ne marche pas. Et que ce soit tout à mon fait. fils de 9 ans ou moi, c'est pareil, tu essayes, mais en plus, ça te rend malheureux d'essayer. Oui, Et donc, oui, c'est plus te donner un step en disant, OK, c'est OK, OK, ça. il y a pas quelque chose qui dysfonctionne. Je ne suis Mm. pas mauvais acteur. C'est Exactement. juste pas moi, c'est pas ce que je suis. Et donc probablement pas mon chemin. Et donc si je suis claquée d'être avec 25 millions de personnes ou d'être à un networking ou autre chose, c'est normal. Parce qu'en Voilà. fait, Ouais, le bruit, moi personnellement, on parlait d'hypersensibilité, ouais. le bruit me fatigue au plus haut point. Je ne sais pas gérer le bruit. Je ne sais pas me reprendre mon énergie. Enfin, ça, voilà, ça m'épuise. Et donc, c'est des choses, mon fils, c'est pareil aussi. Et il y en a plein, il y en a plein au niveau des HP qui ont cette hypersensibilité. Alors, ça peut être au niveau du toucher, de l'odorat, bah voilà, au niveau des cinq sens, globalement, on l'a vu. Enfin, bref. Et donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que la grille de lecture est précieuse. Et je pense que la seule, mais encore une fois, et là, je pense que toi et moi, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas besoin de faire des tests et que quelqu'un valide la quantité de t'es comme ça ou t'es comme ça pour savoir comment en fait tu l'es. Mm. Bon, tu regardes des podcasts, tu regardes des vidéos, tu lis des articles, tu vois des conférenciers, des chaînes YouTube ou des sommets comme celui-ci et tu dis, attends, ça fait beaucoup là quand même. Je reconnais quand même beaucoup de patterns chez moi, chez quelqu'un que je connais, chez mon ado, chez mon enfant. Tu dis, OK, OK, bon, je crois que je vais creuser la thématique parce que ça me touche et ça apporte peut-être des réponses. Et même si on reprend l'intuition et l'instinct, au fond de vous, vous savez si c'est juste ou pas. Oui, C'est c'est vrai, ça. hein, Quand on est honnêtement. connecté avec sa boussole intérieure, quand on ne s'est pas perdu de vue. Voilà, c'est quand on est en lien avec son monde émotionnel, cette conscience de soi, etc. Et là aussi, chaque chemin est variable, hein. On peut avoir tellement mis de couches, comme tu disais, se suradapter, de protection, le caméléon, que des fois, bah, justement, on ne sait plus. On est perdu. On se dit, mais finalement, là-dedans, puis alors on commence à enlever des couches. Et puis à un moment, il y a comme un, souvent dans le cheminement, c'est un no man's land, hein. On se retrouve un peu perdu. On se dit, mais finalement, qui je suis quoi là-dedans, quoi. Mais oui, je suis. Alors dans l'absolu, oui, on n'a pas besoin des autres pour être qui l'on est. Bien sûr. Après, je pense que les autres, dans cette
relations humaines nous éclairent des fois des facettes de nous qu'on n'a pas envie de voir ou des fois qu'on ne voit pas, dans le plus ou dans le moins. Voilà, c'est dans les deux côtés. C'est un peu ce jeu de rôle de personnage. Tiens, qu'est-ce qui me révèle de moi-même, justement? Qu'est-ce que je peux apprendre de l'autre? Qu'est-ce qui me dit? Qu'est-ce qui me touche en moi? C'est aussi ce jeu-là, cette intelligence émotionnelle de voir, OK, c'est quoi le point commun? Plutôt que de voir des fois les différences, de dire, ouais, effectivement, il y a bien un lien là. Pour ça que je ressens ça aussi chez l'autre personne. Mais après, oui, la question aussi de la norme, c'est ce que tu évoquais, c'est-à-dire pour moi, la norme n'existe pas. On est tous des singularités à une règle voilà, qui n'existe pas, qui a été définie. En plus, qui bouge, parce que ce que je n'ai pas dit, j'ai dit un peu que les tests étaient mis à jour, mais en fait, bien sûr, la population moyenne générale, bah, ça évolue aussi. Donc, bien sûr, le référentiel change aussi. Donc, quand même, voilà, c'est encore quelque chose de mouvant là-dedans. Quand on disait, il y a plein de choses qui sont mouvantes, mais ça aussi, c'en est une, en fait. Voilà, donc oui, donc j'aime bien cette notion de potentiel. Moi, je pense que je retiendrai ça en disant qu'on peut tous effectivement aller sur ce chemin de connaissance de soi qui est chouette. Le chemin en soi, bah, voilà, il n'est pas forcément bisounours. Il y a des passages des fois qui sont challengeants, mais qui peuvent être des révélateurs de potentiel aussi. Donc, après, libre à chacun d'emprunter la voie, les outils qui lui correspondent. Maintenant, je pense qu'on a la chance aussi, dans la période où on est, d'avoir plus, on entend plus, comme tu disais, il y a les podcasts, il y a les vidéos, il y a beaucoup, beaucoup d'infos. C'est plutôt maintenant faire le tri là-dedans, là est la question. Mais il y a quelques temps, on en parlait aussi moins. Et puis, ce que tu évoquais aussi, c'est arriver à mettre des mots MOT sur justement ces mots, des fois MAUX, c'est-à-dire de se dire, on n'est pas seul. Pour ça que je donnais les 30% aussi. Voilà, c'est aussi, on peut se dire, mais où est-ce qu'ils sont? Des fois, j'ai des personnes qui me disent, mais 30%, c'est énorme en fait. Où est-ce qu'ils sont? Déjà, parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui sont derrière des masques aussi qui ne le savent pas forcément, donc qui ne vont pas oser, comme tu dis, avoir ce courage d'être soi, de se montrer, de s'exprimer. Donc, c'est masqué, c'est biaisé, donc il n'y a pas cette connexion directe non plus. Mais voilà, on n'est pas seul, on n'est pas fou, enfin peut-être, ou alors on est pas mal à l'être. Et puis, comme tu disais, c'est aussi un monde un peu magique. J'aimais bien l'intitulé de ce sommet parce que il y a aussi, on parle souvent de cette souffrance, de ce qui va pas, mais il y a aussi plein d'avantages aussi dans ces profils. Je parlais de l'émotion, c'est aussi chouette d'avoir des émotions intenses, de joie, par exemple, de moments, moi j'appelle ça des moments de grâce, en fait, de choses qui nous tombent dessus, on est cueilli, on est touché par cette beauté. Que des fois tout le monde ne voit pas, qui est un peu la beauté cachée de Pierre Rabhi, comme il l'appelait. J'aimais bien c'est ce qu'il disait à ce niveau-là. Et puis il y a aussi ce potentiel d'aller vite, c'est-à-dire que si on a envie d'aller mieux, de sentir mieux, c'est possible, quoi. Il n'y a pas de fatalité. Enfin, c'est vraiment aussi ça le message. Quand je disais c'est pas identitaire, c'est que clairement, enfin, on évolue, heureusement. Donc, si on a envie, voilà, bien sûr, il y a au début cette motivation, cette envie, voilà, il faut bien sûr que le moteur il soit initié quelque part. Et pour rebondir sur ce que tu dis, on parle de la souffrance, etc. C'est normal parce qu'en fait, tous les gens qui vont bien, on Mm. entend parler. Donc, en fait, les groupes, les profils qu'on fait, etc., Oui, c'est principalement des gens qui sont souffrants, en fait, oui. qui vivent en tout cas leur différence comme une souffrance. Mm. Et je prenais l'exemple il y a une étude, c'est la plus longue étude qu'on ait faite, je lisais ça dans un livre, qui a commencé en 1921 et qui a suivi un groupe, je ne sais plus combien de personnes de HP, Mm. à mesure du temps. Ouais, Et il disait qu'en fait, ils ont quand même bien réussi leur vie, ouais, voire très bien réussi leur vie. Et en fait, il disait que l'étude était biaisée parce que sachant que tu fais partie d'une étude de haut potentiel doué, ouais, ta confiance en toi, et puis même, ça t'ouvre plein de portes en ouais, disant, hey, by the way, je fais partie de l'étude du docteur Nana. Ah bah oui, forcément, ça t'ouvre plein de portes, et donc cette étude-là est biaisée. Enfin, toujours est-il que mon ouais, point, c'est de dire que c'est pas, alors, ça n'est pas forcément une souffrance, et c'est ce que tu disais, en fait, tu vois la souffrance et tu vois les difficultés, parce qu'on en parle pour chercher de l'aide. Ceux qui le vivent avec philosophie et qui voient la richesse de ce que c'est d'être HP, qui savent utiliser leur potentiel, leurs émotions, qui les gèrent avec maestria, etc., ben forcément, ils n'ont pas besoin d'en parler, ils n'ont pas besoin d'avoir trouvé de soutien puisqu'ils sont épanouis. tout à fait.
Ouais, Et donc, comme l'échantillon tout à l'heure, c'est biaisé. voilà. Et donc, moi, j'aimerais bien te demander, parce que tu viens justement d'en parler en disant, bah, tiens, voilà, si vous êtes sur le chemin, découvrez, etc. Toi, si tu venais de découvrir ta douance, ton HPisme, ta zébritude ou ta chèvritude, puisque désormais, maintenant, on peut parler de chèvre, quelle serait la première action que tu ferais en guise de conseil pour nos spectateurs du jour? Ben, je dirais profiter de ce moment d'abord, parce que c'est le vivre. Quand je disais l'accueil, en fait, en soi, hein, il y a aussi plusieurs étapes là-dedans. Hein. Ça peut être d'abord, ah non, non, c'est pas ça, je renie, je suis dans le déni. Voilà, on peut au début rejeter, donc c'est vraiment de l'accueillir pleinement. Et moi, je pense que à l'intérieur, enfin, la première étape, c'est recadrer certaines situations, certains événements qu'on a vécus, en les revoyant avec cette info, avec cette donnée et en disant, OK, je prends un autre angle de vue. Moi, je travaille beaucoup par changement de regard, hein, c'est-à-dire voilà, de décaler juste Ouais, d'un pas. en PNL, on appelle ça le recadrage. Ouais. Voilà, sur ce recadrage-là. Et en fait, là aussi, pour moi, c'est reprendre son pouvoir personnel. Parce que quand je disais notre vérité, elle est dans l'histoire qu'on se raconte le matin, bah oui, justement. Est-ce qu'on a envie de creuser notre sillon là tous les matins en racontant, en rassassant la même histoire, c'est la faute d'un tel, de mes parents, de ci, de ça? Ou au contraire, est-ce qu'on se dit, mais c'est quoi l'expérience derrière? Et avec mes singularités, maintenant que j'accueille, que je reconnais, que j'intègre. Et là aussi, il y a un temps, hein, ce n'est pas forcément immédiat, il y a aussi des étapes là derrière d'intégration. Bah, comment je revisite mon histoire? Et là, j'ai la main. Les faits, en fait, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont passés, on est bien d'accord, on n'a pas la main sur les faits, mais ce qui cause souvent les traumas, ou voilà, c'est la charge émotionnelle, c'est-à-dire ce qu'on a ressenti par rapport aux faits. Et c'est là on a la main, c'est là on a la prise. C'est là le cadeau, en fait, quelque part. Mais après, il y a le choix. C'est soit on reste dans la position de victime parce que c'est plus confortable, parce que je connais, parce que c'est quand même l'histoire que je me raconte depuis X années et que j'y crois et que j'ai pas envie de changer de disque. Donc c'est un choix en fait qui est personnel. Ou bien je dis, ben non, moi là je reprends mon pouvoir justement de choisir quelle histoire je me raconte et comment émotionnellement je peux revoir les choses à l'intérieur de moi. Voilà. Et encore une fois, c'est chacun à son choix à faire, son parcours ensuite derrière. Mais je pense que ce serait ça. Voilà, ce recadrage-là. Changement de regard. Mm. Eh ben, je te remercie pour cette interview passionnante et enrichissante. On a beaucoup de Je te choses. remercie beaucoup aussi pour l'invitation et puis voilà, pour avoir participé à ce sommet. Et j'espère que vous, ça vous a apporté des tas de clés. Et si pas des clés, des questionnements, des envies d'approfondir, des changements de point de vue, puisqu'on finit par leur cadrage. Donc, ça peut être intéressant. Et je vous dis à tout vite. Et Aude Valérie aussi, à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie.